100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Ils partagent pour la plupart notre quotidien. Ils nous transportent de nos lieux d'habitation à nos lieux de travail, nous font à manger et une partie de l'éducation de nos enfants leur sont attribuées. Eux, ce sont les travailleurs et travailleuses domestiques. En prélude à la journée internationale des travailleurs et travailleuses domestiques qui se tient tous les 16 juin, nous consacrons cette émission à cette frange de la société. Quel statut pour les employés de maison de Côte d'Ivoire, car des filles de ménage? C'est le thème de cette émission qui nous permettra d'aborder plusieurs aspects de cette question. Je reçois pour en parler deux dames. Il s'agit de mademoiselle Akafou Emma, qui est présidente de l'Association des travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Et il y a madame Ayemou Chantal, présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Bonjour madame. Bonjour Irel. La première question qui me vient à l'esprit de prime abord, c'est la définition véritable du thème employé domestique, travailleur domestique et de filles de ménage. Ce que je peux dire, c'est qu'un employé domestique, c'est d'abord une personne, ça peut être un homme ou une femme qui a 18 ans révolus et qui travaille dans un ménage. Ça peut être dans un ménage ou une entreprise privée ou publique et qui est dévolue à des tâches ménagères, qui perçoit un salaire par rapport au travail qu'il fait. Mademoiselle Akafou, est-ce que vous avez la même définition que Madame Ayemou? Oui, effectivement. Et quand nous parlons de 18 ans, compte tenu des tâches que nous effectuons dans les domiciles, je pense qu'il faudrait pouvoir avoir un certain âge pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Je suis tout à fait d'accord. Parce que le travail domestique nécessite beaucoup d'efforts. Le travail domestique, c'est ce qu'on fait à domicile, à la maison. La cuisine, le ménage, le jardinage, le repassage et tout. Vous insistez sur le thème le travail domestique dans vos deux interventions, c'est ce que j'ai remarqué. Vous insistez sur le travail domestique. Est-ce que ça voudrait dire que ceux, par exemple, qui sont apprentis dans les salons de coiffure, je ne sais pas, ne sont pas appelés employés domestiques? Non, pas du tout. Ceux qui travaillent dans les salons de coiffure, qui sont mécaniciens et autres apprentis mécaniciens, ne sont pas des travailleurs domestiques. Ils ne sont pas du tout des travailleurs domestiques. Ils ne sont pas considérés comme des travailleurs. Ok. Cela m'emmène à venir à la question clé même de notre entretien, de notre débat. Quel est le statut des filles de ménage en Côte d'Ivoire, mademoiselle Akafou? En ce qui concerne le statut des travailleurs domestiques, je préfère parce que les filles de ménage font partie des travailleurs domestiques. Et les travailleurs domestiques ne sont pas encore pris en compte en ce qui concerne la réglementation de tous nos tests, compte tenu de notre travail qui n'est pas pris en compte et qui est beaucoup diminué par nous-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis diminué, on se dit que ce n'est pas un travail. Donc aujourd'hui, la législation, l'État n'a pas encore pris en compte cette tranche de la population en ce qui concerne leur rémunération et la prise en compte des congés et tout ça. Donc nous n'avons pas de test qui nous régit. Vous avez parlé de ce que ce n'est pas encore régi par la loi dû au fait que les gens banalisent en quelque sorte le travail que vous effectuez. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour des raisons sociétales? Je m'explique. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que les filles de ménage très souvent venaient du village, c'était nos parents, peut-être nos cousins, nos cousines, et on considérait leur fonction comme une aide? En fait, je reviens à ce qu'elle a dit. Le travail domestique, les filles de ménage actuellement n'ont pas de statut. N'ont pas de statut, ça a une raison, c'est ce que vous soulevez. Parce qu'en réalité, le travail de ménage, ce sont des tâches dans nos cultures qui sont dévolues à la femme. Et donc, qu'une personne les fasse
on ne trouve pas ça extraordinaire. Vous considérez ça comme un travail et rémunéré. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça notre problème. En fait, on a un problème culturel. Voilà. Dans la culture, on se dit que tout ce qui est travaux de la maison, travaux ménagers, c'est la femme qui le fait, c'est la petite fille qui le fait. Vous voyez que dans les familles, pendant qu'il y a 2 enfants, hein, pendant que la petite fille, elle est auprès de maman à la cuisine, le petit garçon, il est avec son petit ballon ou bien quelque part là-bas en train de jouer. Donc, c'est toute cette mentalité, cette culture-là aujourd'hui qui nous rattrape. Sinon, le travail domestique, c'est un travail. C'est un travail. Est-ce que là, ce n'est pas un discours occidental que vous tenez là? Est-ce que ce n'est pas un discours occidental? Parce que vous venez de le dire tout à l'heure que c'est culturel. Le travail domestique était attribué, les tâches domestiques étaient attribuées à nos mamans, aux jeunes femmes, tout ça. Et cela existe toujours. Quand vous défendez votre position, est-ce que ce n'est pas occidental? Ce n'est pas une pensée Non, occidentale. ce que je veux qu'on comprenne, c'est que même quand maman fait la cuisine, elle s'épuise, elle dépense de l'énergie. Elle met son expertise à la disposition de la famille. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Et cette expertise-là doit être rémunérée. Mais bien sûr. Je vous raconte une histoire. Nous étions allés faire un séminaire et puis on nous racontait, il y a un monsieur, un médecin, qui a été élevé par sa mère. Elle a payé ses coûts par le travail qu'elle faisait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait le ménage, elle faisait la lessive, elle se promenait de maison en maison pour faire la lessive. Et avec cet argent-là, elle scolarisait ses enfants parce qu'elle avait perdu son mari. Et elle a fait ça jusqu'à ce que son fils aille à l'université, qu'il devienne médecin. Il allait postuler à un entretien, on lui demande, présentez-vous, on lui pose des questions, et votre papa, et non, il est décédé, et maman, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Mais votre papa est décédé, votre maman ne fait rien. Comment est-ce que vous avez pu arriver jusqu'à l'université à ce stade? Vous comprenez? Ça, je veux dire, c'est des choses qu'on doit essayer de revoir. Imaginez-vous un seul instant, tout ce travail que la bonne dame faisait. Est-ce qu'on peut évaluer? Le fait même de laver, d'aller laver les vêtements des autres, le fait même à la maison de faire la cuisine, c'est un travail qu'on peut évaluer. Pendant que monsieur est parti au travail, lui, il va, peut-être qu'il a un travail de bureau, le temps qu'il passe là-bas, c'est, comment dire ça, c'est missions qui lui sont assignées. Quand il va, il s'occupe de ça, il revient. Mais qui est-ce qu'il laisse à la maison? Quand il revient, il s'attend à manger, ce n'est pas lui qui va venir faire la cuisine. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas considérer ça comme un travail? C'est un travail. Pendant que monsieur met son expertise à disposition de son entreprise, maman met son expertise à la disposition de son ménage qui est son entreprise. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne. Oui. Et les femmes maintenant ne sont plus seulement à la maison, elles ne sont plus seulement des ménagères, elles travaillent. Et ce sont des jeunes filles qui viennent les supplier à la maison pour en fait, accomplir la tâche qu'elles devaient accomplir. Et est-ce que cette situation qui veut que les jeunes filles, le travail que ces jeunes filles accomplissent ne soit pas reconnu pour des motifs culturels, pour des motifs sociologiques, est-ce que ce fait-là n'entraîne pas des abus? Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça entraîne des abus. Regardez, nous sommes dans une société et nous allons de l'avant. Avant, les petites filles n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, l'État se bat pour que les petites filles aillent à l'école. Et quand nous allons à l'école, c'est pour devenir des médecins, des chefs d'entreprise. Mais pendant ce temps, à la maison, qui prend soin de nos enfants? C'est la grande question. Qui prend soin de nos enfants? Parce que nous voulons que l'économie aille de l'avant. Mais il y a une autre tranche de la population qui peut aider à ce que l'économie aille de l'avant en faisant quoi? En prenant soin, en faisant un travail, peut-être je peux dire, sans qu'on ne sache ce qu'elles font dans le secret, mais elles font un travail de qualité. Et un bon travail, parce qu'elles veillent sur les enfants. Mais il ne faudrait pas que nous puissions abuser de ces filles-là, parce que c'est dangereux. C'est dangereux pour l'employeur lui-même. On en parlera dans la suite de notre débat. Madame Ayemou, vous voulez rebondir? Oui, je voudrais effectivement donner un additif.
ces filles, ces femmes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les femmes ne restent pas à la maison comme la culture? Parce que dans la culture, c'est la femme qui a à charge l'éducation des enfants. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la femme se sent, bon, elle travaille, elle se sent obligée de travailler, de participer financièrement aux charges de la maison? C'est la cherté de la vie. C'est vrai qu'une femme, elle a besoin de se réaliser en travaillant. Mais aujourd'hui, si on voit une différence, c'est parce que la vie elle-même, elle est devenue chère. Et donc, les femmes s'en vont tôt le matin avec monsieur à la recherche du pain quotidien. Quand on va à la recherche du pain quotidien et qu'on a des enfants, qui est-ce qu'on laisse à la maison pour s'occuper des enfants? Aujourd'hui même, dans des ménages, ce sont les filles de maison qui ont à charge l'éducation des enfants. Vous comprenez? Ce sont ces filles-là qui ont à charge l'éducation des enfants. Qui accompagnent même donc, les enfants pourquoi ne pas leur donner un statut? Pourquoi ne pas leur donner un statut? Ah oui. Et pour vous, ça suffit pour donner un statut à ces filles-là? Et sur quelle base, réellement, doit-on donner un statut aux jeunes filles ménagères, aux jeunes filles qui travaillent dans les maisons? Quand on sait que très souvent, elles ne sont pas diplômées, elles n'ont pas de niveau, on se base sur quoi pour leur accorder un statut? Justement. Ça, c'est un élément, ce sont des éléments de vulnérabilité. Bien sûr. Ce sont des éléments qui les rendent vulnérables et les éléments sur quoi les employeurs s'appuient pour leur donner un traitement qui n'est pas adéquat. Ces jeunes filles, quand elles sont dans nos maisons, le problème qui se pose, c'est un problème de formation. Il y en a qui viennent à ce métier parce que, bon, soit elles ne sont pas allées à l'école du tout. Dépit même souvent. Voilà. Soit elles ne sont pas allées à l'école du tout, soit elles sont allées à l'école comme elle a dit, et puis bon, les parents n'ont plus les moyens, et puis bon, elles se sont arrêtées. Donc, au lieu d'aller à la prostitution, elles ont préféré aller travailler pour avoir de quoi à se prendre en charge. Et donc, vous voyez, déjà, elles sont vulnérables de par leurs conditions sociales. Et quand elles viennent pour nous suppléer, comme elle l'a dit, quand on quitte la maison le matin, elles ont en charge nos enfants. C'est elles qui nous font à manger. C'est-à-dire que nos vies même sont entre leurs mains. Tout à fait. Quand je dis, il faut leur donner un statut. Aujourd'hui, c'est un sujet à discussion parce qu'on se dit que ce n'est pas un travail. Sinon, si on prend le cas d'un chauffeur, on ne peut pas discuter là-dessus. Tu prends un chauffeur, tu as un contrat en bonne et due forme avec lui, tu lui payes son salaire convenablement. On ne va même pas discuter du statut. Ok. Chers téléspectateurs et chères mesdames, nous allons poursuivre, nous allons évoluer dans notre débat, dans notre discussion. Et justement, pour parler d'abus, nous avons pu recueillir certains témoignages de ces filles de ménage, de ces filles travailleuses de maison. Et c'est avec Ange Eman, Yanni et Landry Flan. J'ai fait une semaine dans le travail que je faisais. Bon, vraiment, je n'arrivais pas à supporter les travaux de la maison. J'ai fait 8 jours et je suis rentrée. Elle avait dit 40 000 francs par mois. Elle m'a dit que c'était pour le ménage et la cuisine. Et quand je suis arrivée, la nounou était malade. Donc j'étais obligée de m'occuper des enfants et en même temps faire le ménage et la cuisine à la maison. Elle criait beaucoup, la dame là. Donc je ne supportais pas ses cris. Quand je suis rentrée à la maison par rapport à mon enfant, une semaine après, je suis tombée malade. Chaque fin du mois, vous rentrez pour un week-end et puis vous retournez. Donc si vous êtes maman et femme mariée, vraiment, c'est pas facile. Bon, aujourd'hui, je vends de la ticket au bord de la route. Voilà. C'est avec ça que j'arrive à m'occuper un peu de mon enfant. Je suis femme travailleuse de maison. Bien avant ça, j'ai fait des études. J'ai été à l'école jusqu'en classe de première. Et voilà que ma famille a été écroulée, je n'ai personne pour m'aider. Et je me suis lancée dans ce travail. Dans ces derniers mois, voilà que Dieu m'a ouvert une porte où j'ai suivi la formation de travailleurs domestiques. Sinon, au départ, je me suis lancée comme ça. Je ne connaissais pas mes droits. Pour moi,
gagner quelque chose pour pouvoir payer le cahier de mon enfant. Puisque Dieu a dit le corps est sacré, je ne peux pas me lancer comme ça dans la vie. J'ai préféré faire ce travail pour pouvoir aider mes enfants. Le premier, son père est vivant, mais le second, son père a été corps habillé, il est décédé 2001, donc je n'ai personne. Et arrivé un moment, j'ai arrêté à cause des maladies. J'ai arrêté. Et je continue à prier. Et dans ces 2 mois, Dieu m'a fait grâce. J'ai découvert une boîte qui forme les servantes de maison. Ils nous ont formés pendant 2 mois. Et c'est là que j'ai compris que une travailleuse de maison domestique au moins a un droit dans la vie, dans la société. Et que nous tous aussi, on faisait partie de l'État. Mais par ignorance, on souffrait dans nos corps. Alors, mesdames, on vient de suivre là le témoignage de certaines femmes. On a vu clairement, moi je reviens sur le côté qualification, le volet qualification. Vous voulez qu'on leur paie des droits, vous voulez qu'elles soient rémunérées, on parle même de SMIC, qu'elles aient droit au SMIC, mais elles n'ont aucune qualification. Certaines même sont venues par dépit, il n'y a pas de conviction. Par exemple, le médecin, il vient par conviction, par amour pour la chose, mais ces femmes-là viennent très souvent par dépit. Par dépit. Voilà, est-ce qu'on peut se baser sur cela pour leur accorder véritablement un statut? Vous voyez, nous venons de suivre l'élément qui vient de passer. Et cette dame-là nous a dit quoi? Elle n'avait personne. Et pour ne pas se donner à la prostitution, elle s'est dit qu'elle avait 2 mains et qu'elle pouvait travailler dans un domicile. Elle travaille, une mère de famille de 2 enfants. Elle travaille dans un domicile. Peut-être qu'elle a un certain âge. C'est vrai que la femme, on n'a pas dit son âge. Peut-être qu'elle peut avoir 40 ans. On n'a pas dit son âge. Mais elle va travailler dans un domicile pendant un certain nombre de temps. Arriver à un certain niveau, on n'aura plus cette force-là. Mais quand elle n'aura plus cette force, qu'est-ce qu'elle devient? Elle a travaillé peut-être pendant 15 ans, 20 ans. Il lui faut une sécurité sociale, de sorte que quand elle sera fatiguée, elle puisse bénéficier au moins d'une retraite, avoir une pension. Est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est vrai, nous parlons du fait qu'il ne soit pas formé, qu'elle n'ait pas de niveau. Nous voulons changer les choses. C'est pour ça que nous sommes mis en association. D'abord, en informant les travailleurs domestiques qu'elles ont des droits, 8-7, mais qu'elles ont aussi des devoirs. Mais de permettre de chercher des moyens pour pouvoir former les travailleurs domestiques. C'est-à-dire, cette formation que nous recevons comme la formation des caissières, de serveuses en pharmacie, nous voulons former les travailleuses domestiques de sorte à ce que quand elles vont dans une maison, il y a un contrat de travail en bonne et due forme qui définit ce pourquoi elles sont allées travailler dans cette maison. Vous disposez de quels moyens pour pouvoir arriver à l'aboutissement d'un tel projet? Nous pensons que nous allons procéder d'abord, dans un premier temps, par des plaidoyers, parce que dans la société, il y a un certain nombre de personnes qui nous aident et qui contribuent à pouvoir nous aider à aider ces filles. Je pense que nous allons d'abord passer par une sensibilisation. Il nous faut sensibiliser cette tranche de la population à pouvoir d'abord se faire former. Ça, c'est très important. Parce que si tu veux être payé au SMIC, il te faut avoir un minimum de formation, une certaine qualification. Ok, dans cette question de qualification de travail des filles domestiques, il y a aussi un aspect qui entre en ligne de compte, un autre groupe qui entre en ligne de compte, il s'agit des agences de placement. Quel rapport vous avez avec ces agences de placement, vous qui dirigez des associations de droits de la femme, de droits des jeunes filles pour un mieux-être? Quelle relation vous avez avec ces agences-là? Est-ce qu'elles sont reconnues légalement? Justement, les agences ne sont pas formellement constituées. Mais vous allez vous sortir d'ici, vous allez voir aujourd'hui une agence qui est là. Vous prenez une fille, le lendemain vous venez, l'agence n'existe plus. Ces agences ne sont pas constituées. C'est un danger même pour les employeurs. Nous avons essayé de mener des enquêtes
dans la commune de Yopougon, où nous sommes allés vers ces agences. Mais tenez-vous bien, aucune agence n'est listée quelque part à la mairie où il n'y a pas un répertoire d'agences de placement. Aujourd'hui, vous voyez un numéro agence de placement dans un endroit. Quand vous les appelez pour une séance de travail, non, vous vous êtes trompé de numéro. Ça n'existe pas. Les agences boutiques, il y en a plein. Et c'est un danger pour les employeurs. Nous leur disons aujourd'hui que c'est un danger. Parce que si cette fille, ce travailleur domestique, vous dévalise, où est-ce que vous allez trouver celui qui vous a donné la fille? Ce n'est pas possible. Donc c'est un danger pour nous d'aller prendre des travailleuses domestiques dans les agences boutiques. Et vous défendez ces filles-là bec et ongles, vous trouvez qu'elles sont abusées parfois, vous trouvez qu'elles n'ont pas un bon statut. Mais ces filles-là aussi, beaucoup de choses leur sont reprochées. On les reproche parfois de voler, de battre les enfants. Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait, nous sommes d'accord. Sachez que dans toute corporation, il y a toujours... Mais dans votre corporation, ça revient de manière récurrente. Je suis tout à fait d'accord parce que je pense que quand on forme un médecin, après, il prête serment, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. Il a eu le temps d'aller à l'école et d'apprendre ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est ce que nous voulons maintenant. Nous voulons changer les choses. Nous voulons apprendre à ces travailleurs qu'il y a des choses que nous ne devons pas faire dans les domiciles. Battre les enfants des gens, ne pas donner à manger aux enfants, se permettre de se pavaner dans la maison en petite tenue. Il y a des choses qui ne se font pas. On les accuse souvent aussi de prendre le patron, de séduire le patron, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une réalité? C'est seulement des mots en l'air, c'est pas une réalité. Mais souvent aussi, c'est le patron qui abuse. Parce que l'enquête que nous avons menée, vous savez, ces genres de questions, les filles sur le terrain que nous avons rencontrées n'osent pas en parler. N'osent pas en parler. Vous trouvez qu'elles sont plus abusées? Bien sûr, elles sont plus abusées. Tenez-vous bien les statistiques que nous avons sur la population enquêtée. 23% ont déclaré avoir été victimes. Ces statistiques ont été menées par je vous ai dit que nous avons mené une enquête. Nous avons mené une enquête avec des experts. Et je vous ai dit que nous avons transmis le rapport à l'Assemblée nationale, au ministère des droits de l'homme, au ministère de la famille, au cabinet de la première dame. Et ce rapport nous dit que dans ce rapport, il est ressorti que 23% de ces filles-là ont dit avoir été victimes de violences sexuelles. Nous, pour notre part, nous avons tendu notre micro à certaines femmes qui emploient ces filles domestiques et nous écoutons le témoignage qu'elles en font. Souvent, je vais en sens. Je paye là-bas 5 000 et je les prends. Souvent aussi, les filles pour mine, ils cherchent travail, je les prends. Donc, ils ne m'ont pas proposé. Je les ai pris comme ça. Ils sont venus chercher et puis je les ai pris. Je les ai embauchés. Puis on travaille ensemble. J'ai été déjà victime de vol, de manque de respect, tout ça. Mais... Bon, apparemment ça va, j'arrive à pouvoir la gérer facilement, même si par moments elle est un peu impolie, donc j'essaie de la redresser comme je peux. Elle vole les restants des choses que je laisse là. Une fois je fais le marché, je peux faire marcher 2 jours. Deuxième jour là, je viens, je ne trouve pas. Elle prend tout pour aller. Ce que je travaille avec eux là, tout le monde est bien. Et nous venons de suivre tout à l'heure les interventions de ces femmes-là qui parlent encore, qui mentionnent ce que nous avons mentionné ici sur ce plateau, les vols, le manque de respect. Et vous parlez de formation, de CV, de curriculum vitae, tout ça, qu'on devra fournir après pour recruter ces filles-là. Vous vous basez sur beaucoup de choses, mais comment vous vérifiez la moralité de ces jeunes filles que vous voulez encadrer? Je voudrais attirer l'attention de chacun. Nous sommes mères. Moi, je suis mère de 4 enfants. Nos propres enfants que nous mettons au monde, là, nous ne les connaissons pas. Excusez-moi. Parce que ce que nos enfants font au dehors, quand l'éducateur vient te dire, voilà ce que ton fils fait sur le bus, tu es dépassé. Tu es étonné. Parce que pour toi, l'éducation que tu donnes à ton enfant, tu ne peux pas savoir qu'il est en train de faire un boro sur le bus. À peu forte raison,
l'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas, mais vous parlez d'un cadre de travail. Oui, je suis d'accord, qui vient dans ta maison. Quand on vient au travail, c'est pas l'éducation de la maison qu'on entraîne. Mais justement, madame, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Quand on vient au travail, ce n'est pas le comportement de la maison qu'on entraîne au travail. Il y a des sanctions. Autant l'employeur qui emploie le travailleur domestique, autant le travailleur domestique lui-même ne considère pas ça comme un travail. Vous comprenez? C'est là que vient la question de la formation. Même les employeurs, eux aussi, ils ont besoin d'être sensibilisés. Bien sûr. Ils ont besoin d'être sensibilisés. Autant on fait la sensibilisation au niveau des travailleurs, il faut qu'on la fasse au niveau des employeurs. Si tout le monde, par exemple, vous travaillez, vous êtes dans une entreprise, quand vous venez, on vous recrute, on vous fait une audition selon le critère qu'on recherche et on vous fait un contrat de travail en bonne et due forme. Vous connaissez vos limites, vous connaissez vos tâches. Quand vous y allez chaque matin, vous savez ce que vous devez faire à telle heure jusqu'à telle heure. Tout est... Le jour que vous n'avez pas fait, votre patron va vous interpeller. La première fois, ça sera par exemple verbal, mais au fur et à mesure que vous allez faire des dégâts, on va vous demander, on va vous faire des demandes d'explication jusqu'à ce qu'on suive l'étape. C'est comme ça. Mais c'est parce que les deux parties, parties prenantes, n'ont pas considération que ça, c'est un travail. Concrètement, qu'est-ce que vous revendiquez pour ces jeunes filles-là? Quels est le SMIC? Quels est des congés payés? Qu'est-ce que vous voulez concrètement, vous revendiquez concrètement pour ces jeunes filles qui soient faisables? Pour ces jeunes filles, nous demandons une formation. Autant l'État de Côte d'Ivoire met des ressources pour scolariser, pour éduquer tous les enfants, il faut que l'État jette un regard dans ce domaine-là. C'est vrai qu'on a les IFEF, mais les IFEF sont combien? Et puis, qu'est-ce qui est enseigné concrètement dans les IFEF? Vous trouvez que la formation n'est pas adéquate? Nous trouvons que la formation n'est pas suffisante. Et il n'y a pas... Non, ce n'est pas nous qui devons porter. Nous demandons à l'État de prendre en compte cette frange de la population qui n'est pas des jeunes filles, des jeunes gens qui ne sont pas allés à l'école ou qui sont allés à l'école par faute de moyens, ont arrêté l'école. Au lieu de s'adonner à la prostitution ou au banditisme, ont préféré aller travailler dans des maisons pour avoir de quoi à subvenir à leurs besoins. Donc, ce que nous demandons, que l'État puisse, j'allais dire, prendre en compte la formation de... C'est vrai qu'à titre privé, des organisations telles que la nôtre, telles que peuvent faire des formations, mais nous n'avons pas des ressources nécessaires. Et donc, l'État doit prendre en compte cette frange de la population. Pourquoi pas multiplier les IFEF? On sait que la situation sociale en Côte d'Ivoire est très délicate et vous parlez de payer le SMIC, de payer 60 000 francs pour une personne qui gagne par exemple 150 000 francs. Comment payer 60 000 francs à quelqu'un qui est à la maison, qui s'occupe des tâches ménagères? Le problème, c'est est-ce qu'on considère que c'est un travail? Si on passe sur le fait qu'on considère que c'est un travail, la situation des Ivoiriens, un Ivoirien qui perçoit 160 000 francs, croyez-vous que ce soit raisonnable qu'il paye une personne qui n'a pas de qualification véritable à 60 000 francs dans ces 160 000 francs? Si on considère que c'est un travail, on part sur la base du SMIC. La loi sur laquelle nous avons travaillé dit quoi? Qu'est-ce que la Convention 189 même dit? Quand vous employez quelqu'un, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de formation en tant que telle, mais qui ont de l'expérience. Lors de l'enquête que nous avons menée, nous avons rencontré des femmes qui ont 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, qui ont travaillé dans des familles, qui ont vu des enfants naître et grandir, qui n'ont jamais été déclarées à la sécurité sociale. Aujourd'hui, celle que nous avons rencontrée aujourd'hui a 40 ans. Elle a 20 ans d'ancienneté. Ça veut dire que depuis 20 ans, elle fait ce métier. Elle n'a jamais été déclarée à la sécurité. Vous voyez? C'est de cela que nous parlons. Est-ce que ce n'est pas dû? Vous ne répondez pas à ma question. Je vais. Au fait que la situation même des Ivoiriens n'a pas changé depuis plusieurs années. C'est pourquoi on n'arrive pas à accepter facilement ce que vous dites. Ce que généralement, moi, je dis, c'est vrai que la situation n'a pas changé. On va donner beaucoup d'arguments qui sont d'ailleurs, je veux dire, raisonnables.
Mais imaginez-vous, dans un foyer, une jeune fille qui vient travailler, elle travaille tout le mois, souvent même sans repos. Et à la fin du mois, la moyenne, par rapport aux statistiques que nous avons, la moyenne du salaire, c'est 23 000 francs. La moyenne du salaire, c'est 23 000 francs. La loi sur laquelle nous avons travaillé en relation avec la Convention 189 fait des niveaux de rémunération. Par exemple, quand vous employez quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ça n'a pas la même rémunération que quelqu'un qui a une expérience. Par exemple, qu'est-ce que la loi que nous avons proposée dit? Quand vous employez un travailleur domestique, le minimum, le SMIC, c'est 60 300 en Côte d'Ivoire. La loi sur laquelle nous avons travaillé dit quoi? Quand la personne, vous logez la personne, quand vous lui donnez un certain nombre de biens en nature, vous évaluez, la loi vous autorise à évaluer ces biens en nature. Voilà, j'allais en revenir, c'est l'autre volet de ma question. Les employeurs disent très souvent, ce qui revient très souvent, ils disent qu'ils emploient les jeunes dames, elles sont dans leur maison, elles sont logées, elles ne payent pas de loyer, elles ne payent pas de facture d'électricité, pourtant elles en consomment, elles ne payent pas la nourriture, pourtant elles en consomment, et vous voulez malgré tout qu'on leur donne 60 000 francs. Ce que je voulais dire, je veux rebondir. Quand on vous emploie dans une entreprise, on vous confie une responsabilité. Il y a... Mais l'entreprise ne vous prend pas en charge jusqu'à... Laissez-moi vous dire, il y a des primes qui sont attachées à votre responsabilité. Donc pour vous, ce sont des primes. Ce sont des avantages. Ce sont des avantages qui accompagnent. Vous êtes dans un service. Ce sont des avantages qui accompagnent. Mais la loi n'a pas dit que la loi n'est pas allée, j'allais dire, fort pour dire que ce sont les avantages. La loi dit que quand tu emploies quelqu'un chez toi, la personne dort chez toi, tu lui donnes la nourriture et tout, tu évalues ce que tu lui donnes en nature. Et ce que tu dois lui donner en numéraire ne doit pas être inférieur à la moitié du SMIC. Ça veut dire quoi? Le SMIC, c'est 60 000 francs. Si tu héberges un travailleur domestique chez toi, tu lui donnes tout et tout, ça veut dire qu'à la fin du mois, ce que tu dois lui donner... Tu l'extrais de son salaire. Ce que tu dois lui donner... Et si tu évalues, dans le cas où on évalue tout ce qu'on donne, nourriture, logement, tout ce qu'on donne, et on évalue, il arrive que ça arrive il peut arriver que ça fasse 60 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, la loi ne t'autorise pas. Même la Convention 189... Mais ça peut arriver que la nourriture... Non, ça, c'est la mauvaise foi. Si aujourd'hui, je m'explique, si aujourd'hui, la facture d'électricité peut être arrivée à 150 000 francs, or tu avais pour habitude de payer peut-être 60 000 francs, qui paye la contrepartie? Et le travailleur domestique a utilisé les 90 000 francs. Elle vit là. Quand on parle, généralement les patrons ne sont pas là toute la journée. Les filles, oui, je me mets dans le cas des employeurs. Pardon. Je me mets dans la peau des employeurs. Généralement, le patron, il n'est pas là, la patronne, elle n'est pas là. Les enfants vont à l'école. Et les filles de ménage se permettent tout parfois. La télévision, la nourriture. Et quand on comptabilise tout ça et qu'à la fin du mois, on elle mange plus que l'employeur. Oui, puisqu'elle passe tout le temps dans la maison. Ça veut dire qu'elle mange plus que l'employeur. Elle se sert en tout cas. Elle se sert plus que l'employeur. Elle se sert en tout cas. Mais excusez-moi, moi j'ai travaillé dans des domiciles. Excusez-moi, j'ai travaillé. J'ai été employeur avant de devenir employé. Parce que souvent, quand on ne se met pas dans la peau du travailleur, il est difficile de pouvoir le défendre. J'ai employé des domestiques. Et il a fallu que je sois employée pour voir un peu les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Quand vous dites que la facture est venue à... Je payais la facture à... Oui, je comprends. Mais il y a des employeurs qui débranchent tout avant de partir au boulot. Il y a des employeurs qui débranchent tout. Et puis vous n'avez pas droit à ce qu'ils mangent. J'ai été cuisinière dans des maisons. Ce sont des cas isolés. Non, ce n'est pas des cas isolés. Je ne suis pas d'accord. Non, ce n'est pas des cas isolés. Vous avez droit à un certain nombre de nourriture. On vous sert même le kilo de riz. On vous dépose la ration avant de partir au boulot.
Et je connais, il y a eu des plaintes, je connais des filles, elles finissent de faire la cuisine et elles ne font que boire la bouillie du 1er au 31, la bouillie de riz. Elles, c'est leur repas, ça. Peut-être que c'est ce qui se trouve dans la maison. Non, pas du tout. Vous voulez que quelqu'un ait la force de travailler chez vous. Vous ne la nourrissez pas comme il se doit. Quand elle est malade, vous trouvez que peut-être, non, elle exagère, elle ne veut pas travailler. Mais excusez, nous sommes des êtres humains comme vous. Nous avons besoin, mère de 4 enfants, si je dois toucher 30 000 francs, excusez-moi, le livre de sciences physiques aujourd'hui, ça coûte 9 000. Il n'y a pas quelqu'un pour s'en occuper. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme en Europe? Ne pas permettre qu'une employée de maison soit statique, soit demeure dans un lieu fixe et qu'elle ait plusieurs possibilités. Elle soit en train de travailler dans plusieurs ménages. On va y arriver. On va y arriver parce qu'aujourd'hui, nous voulons que toutes nos filles, nous avons des filles, nous voulons que toutes nos filles soient des médecins, des cadres. Et moi, je mets ma fille à l'école, je ne voudrais pas qu'elle soit travailleuse domestique peut-être, je voudrais qu'elle soit cadre, n'est-ce pas? Mais là, elle aura besoin de quelqu'un pour venir faire le ménage et partir. On va y arriver. Je pense que en tant qu'association, nous allons mettre sur pied une équipe. Mademoiselle. Nous arrivons pratiquement au thème de cette émission et je voudrais rappeler que nous sommes avec Mademoiselle Akafou Emma qui est présidente de l'Association des travailleuses domestiques de Côte d'Ivoire et de Madame Ayemouk Chantal, présidente du réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Merci mesdames d'avoir répondu à notre invitation. C'est ici que prend fin ce débat société. Mais le débat se poursuit sur www.ledébat.tv. Merci mesdames. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan innove.